La confrérie des Louves de Florence Rhodes aux éditions du Caïman. Lundi, 23h39. Hamelin reposa le combiné. Les nouvelles allaient vite. À ce rythme, on pouvait même dire qu'elle voyageait à la vitesse de la lumière. Il relut les 4 noms inscrits sur la page quadrillée du carnet ouvert devant lui. Identité relevée avant de quitter le domicile des chauffeurs, parmi les quelques informations de routine recueillies lors d'un interrogatoire sommaire. Denise Schaeffer, Clara Montivalli, Clémence Le Rouge, Maud Herrmann. Laquelle, Maud Herrmann, n'était rien de moins que directeur de cabinet du ministre du Budget. Au moment où il avait noté l'information, il avait réalisé la menace sous-jacente qu'elle impliquait pour la sérénité de son enquête. Il avait vu juste. À peine revenu au 36, il s'était fait cueillir par un coup de fil du divisionnaire. Il était inhabituel que le commissaire d'Acosta prenne la peine d'interrompre son sacro-saint poker du lundi soir pour s'enquérir d'une affaire en cours. À la connaissance d'Hamelin, c'était même une première. « Mouais », maugréa Hamelin. « Les coïncidences, c'est un peu comme les promesses électorales tenues. J'y croirai quand j'en croiserai. » D'Acosta était un homme de réseau. L'estime que portait Hamelin à son divisionnaire était entachée d'une certitude. L'intérêt de son carnet d'adresses primait sur son esprit de corps. Il n'était pas qu'un policier. C'était aussi un futur politicien qui cultivait ses relations d'énarque comme d'autres leurs plants de cannabis, avec amour. Au téléphone, d'Acosta avait été discret. Il avait 2 exigences, discrétion et diligence. Il lui fallait des résultats avant le week-end où Hamelin serait dessaisi. Abel savait décoder les non-dits, la seconde langue du métier. L'enquête devrait éviter de se retrouver à la une des journaux, et ses résultats ne pouvaient pas éclabousser le pouvoir en place via la mise en garde à vue d'un haut fonctionnaire de Bercy. Hamelin fouilla ses tiroirs en quête d'une aspirine. Il trouva un tube de plastique vert qu'il crut vide avant de dévisser le bouchon et de libérer de l'index le dernier cachet, bloqué au centre du tube. Denise Schaeffer était entrée en état de choc lorsqu'elle avait compris que son mari était mort, que c'était bien son corps qu'on avait retrouvé dans les cuisines, qu'elle ne pouvait se cramponner à l'espoir d'une erreur d'identification. Elle n'avait pas poussé un cri, ni versé une larme, mais en 1 seconde, toute couleur et toute force l'avaient abandonnée. Femme amoureuse ou comédienne hors pair, Hamelin comptait le découvrir. Ses amis correspondaient à la description physique qu'en avait faite le concierge. Il avait convoqué les 4 femmes le lendemain au siège de la brigade, avant d'offrir de les raccompagner. Maud Herrmann avait assisté pour demeurer un peu auprès de Denise Schaeffer. Il avait refusé. Il ne tenait guère à leur laisser trop de possibilités de concertation avant de les interroger. Elles pouvaient certes se téléphoner plus tard dans la soirée, ou même se voir. Elle ne pourrait le faire à son insu et devrait alors s'en justifier, ce qui excluait d'emblée de longs conciliabules ou autres accordages de violon. Du moins l'espérait-il. Leroux et Séverin avaient raccompagné Maud Herrmann. Le Goff et lui s'étaient chargés de Clara Montivalli et de Clémence Le Rouge. La première à l'avant de la banquette arrière. Le trajet avait été silencieux. Les 2 femmes semblaient digérer l'information. Comme Maud Herrmann et Denise Schaeffer, elles portaient une parka noire de marque Canada Goose. Le Goff avait discrètement fouillé les 4 vêtements sur le porte-manteau sans rien trouver d'incriminant. Il faudrait en parler à Aniche, mais il doutait fort que le jeune homme pût en tirer quoi que ce fût. Pas plus que de la stature générale. De taille identique à 5 centimètres près, elles étaient toutes plus grandes que le cuisinier. « Vous ne la buvez pas ?» Sur le seuil, Martens fixait la boisson effervescente qui avait retrouvé sa sérénité en abandonnant à la surface un dépôt crémeux. Hamelin but d'un trait le contenu du verre. « Pas de herbe alto dans le fichier », annonça la jeune femme. « Tant pis. Vous pensez que c'est l'une d'entre elles ? Eh bien, à moins qu'un différend pour tapage nocturne n'ait amené sa voisine du dessus à lui taillader la carotide, on peut le supposer. Laquelle ? La thèse de l'épouse légitime à la faveur des statistiques, mais allez savoir. D'après ce qu'elles nous ont dit, les 4 couples, ou plutôt les 3 couples et Clémence Le Rouge, étaient proches. Ils réveillonnaient ensemble, partaient en vacances les uns avec les autres. Des liens ont pu se nouer au fil des ans. Liaisons extra-conjugales, billets de loterie achetés en commun, appartements partagés à Marbella. À ce stade, on peut tout imaginer sans pouvoir vérifier grand-chose. Rentre te reposer, Martens. On a 4 jours pour sortir l'affaire. Je ne vais pas hésiter à te presser le citron cette semaine. Un pas lourd résonna dans le couloir. « On a des insomnies, Thibault ?» demanda Hamelin sans même lever la tête. « Tu peux parler, » lui répondit une voix traînante.
C'est moi qui fais la rioule au bureau à presque minuit ou bien? Le capitaine Thibaut de Latraz, le savoyard de l'équipe, était un géant de plus de 2 mètres à qui sa carrure aurait pu autoriser un avenir de rugbyman ou de bûcheron. S'il avait en fin de compte choisi la police judiciaire et renoncé à ses chères montagnes, il retournait aussi souvent que possible en comté les Edelweiss. « Tu te souviens du petit vieux d'avant-hier » interrogea de Latraz. « Celui qui pensait que sa fille était dans une secte. » Par parenthèse, on a vérifié. Les pseudo-activités louches de sa gamine se limitent à l'organisation de réunions tupperware. Rapport à sa vue basse, il a pris des barquettes en plastique pour des maquettes de soucoupes volantes et un groupe de ménagères pour le staff de la secte Moon. Bref, avec sa patte folle, l'escalier du 36 pour lui, c'était l'Everest. Bien sûr, plus de place en salle des archives. Comme vous êtes tous taillés comme des cure-dents, c'est à qui qu'on a demandé de charrier Pépère à l'étage? Aucune idée, lui lança Hamelin goguenard. Tu noteras, j'ai l'habitude. Rien que pour le mois dernier, j'ai eu droit à une femme enceinte et un polio. Sauf que l'ancêtre, il pesait son poids. Quand je l'ai reposé à terre, j'ai eu un mal de chien. Le méro m'a diagnostiqué un vilain tour de rein et m'a prescrit des médocs que j'ai oubliés au bureau. Pas moyen de dormir sans. Donc me voilà. Et toi? Un restaurateur qui a glissé sur une lame de couteau. Hamelin lui résuma la situation en quelques mots. L'enquête de voisinage? Aucun résultat. Pour le moment, tout ce qu'on a, ce sont les noms de 4 femmes qui auraient pu assassiner Schaeffer en guise d'apéritif, un virement de 400 000 € au nom de Balto, et l'intuition que notre ami n'était pas un parangon de fidélité. Vous savez à quoi elle me fait penser, cette affaire? Au roman de Steeman. L'assassin habite au 21. Un témoin suit un serial killer à travers les rues embrumées de Londres, découvre où il loge et indique son adresse à Scotland Yard. Seul problème, le gars habite une pension de famille et les flics se retrouvent avec une demi-douzaine de suspects sur les bras. Maintenant que tu en parles, je crois que j'ai vu le film éponyme de Clouseau qui se déroule à Paris. Une transposition malheureuse. Pourquoi ça? Un assassin qui signe ses crimes Mr. Smith, ça a quand même plus de gueule que Monsieur Durand, non? Et puis, sans être météorologue, on peut avancer sans trop de risque d'erreur que Londres compte davantage de jours de fog que Paris de soirs de brouillard. Le film date de 1942, précisa la voix de Le Goff. Le nombre moyen de jours de brouillard à Paris a depuis été divisé par 3. La faute à l'urbanisation. Merci, monsieur Diderot, sourit Hamelin. Mais on dit la faute de l'urbanisation. Thibaut, le parallèle avec ton film est plutôt approprié parce que nous, on se retrouve avec 4 suspects et des parkas identiques. Il est vrai que ce modèle de parka est très à la mode, nota Le Goff. Mais on n'a pas de chance, elles auraient au moins pu choisir des couleurs différentes. Il en existe aussi des kakis et des rouges, je crois. Alors on commence par quoi? S'enquit de Latraz. Pour le moment, sans le rapport du légiste ou de l'identité, ni les réquisitions du parquet, on ne peut pas faire grand-chose. Si encore on avait les fadettes, on pourrait avancer, mais là... Il écarta les bras pour arpenter leur impuissance. Je te donne le même conseil qu'à Martens. Va te coucher, la journée va être longue. Et toi alors? Je ne vais pas tarder à rentrer. Sauf que vous n'arrivez pas à partir. C'était de Martens que venait le constat. Elle apparut dans le corridor aux côtés de Latraz. Hamelin secoua la tête. Elle était intuitive, la jeunotte, sous ses allures glaciales. Si elle parvenait à trouver le bouton dégivrage, elle poursuivrait une longue et brillante carrière. Enfin, longue. Faudrait d'abord qu'elle perde l'habitude de s'exposer sans nécessité lors des interventions, allant parfois jusqu'à griller la politesse aux agents de la BRI, Brigade de recherche et d'intervention. Lundi, 23h47. À propos, Thibaut, le nom de Balto, ça te dit quelque chose? Si Hamelin n'arrivait pas à partir, c'était aussi le cas de Latraz, Martens et Le Goff, qui avaient élu domicile dans le bureau exigu du commandant. Leur présence réduisait l'espace aux dimensions d'un impéricube. C'est le caviste en bas de chez moi. C'est aussi le caviste en bas de chez moi. Depuis quand tu habites le 13e? Qu'est-ce que tu racontes? Je vis rue de la Roquette, tu le sais bien. Comment ce caviste peut être à la fois le tien et le nôtre? Mais enfin, Abel, Balto, c'est une chaîne. Il y en a 3 ou 4 dans Paris, pas besoin d'être un guapé pour savoir ça. Ce n'est pas si étonnant dans le fond, dit Le Goff, qu'un restaurateur soit en affaire avec un caviste. Qu'il achète des bouteilles de vin sur la comptabilité de l'établissement ne me poserait pas de problème. Mais 400 000 €, ça fait un sacré stock de bouteilles. Et pourquoi les avoir payées de sa poche?
À moins, déduisit Martens, qu'il ne s'agisse pas de bouteilles, mais d'arpents de vigne. Farfelu, commenta Hamelin, mais pas impossible. Il faudra vérifier si Schaeffer possède un vignoble. Et ce Balto, demanda de Latraz, s'il est le descendant d'une grande famille bordelaise, ça étairait sérieusement l'idée de Martens. Hamelin pianota sur son clavier. Voyons ce que nous dit le site du Wouzou Paris. Rodrigue Balto. Le prénom correspond à l'initiale du relevé de compte en tout cas. 23 ans, né à Rueil-Malmaison. Si la maman est bordelaise, c'est qu'il y a une sacrée pénurie de maternité dans ce pays pour qu'elle soit allée accoucher dans les Hauts-de-Seine. Ouvre sa première épicerie fine cave en mars 2010. Précoce le gamin. Et 3 autres entre 2010 et 2013. Ça alors. Quoi? Delatraz et Martens se précipitèrent derrière l'écran. Et merde! Commenta Le Goff. Qu'est-ce qu'on regarde? Interrogea le Savoyard perplexe. La photo, répondit Hamelin. La femme. Ce n'est pas la première fois qu'on la voit ce soir. Il indiqua à Le Goff. J'ai fait un print. Va me chercher les impressions, s'il te plaît. Le jeune homme s'éloigna. Tu peux nous expliquer? Le portable d'Hamelin interrompit la discussion. Il jeta un coup d'œil distrait à l'écran et faillit lâcher l'appareil. Sans un mot, il alla s'enfermer dans le bureau le plus proche. Hamelin. Garance. Même s'il n'avait pas identifié le numéro, Abel aurait reconnu la voix éraillée, sapée par des décennies de tabagisme. Assiégé par une corde d'émotion, il se laissa tomber dans un fauteuil. Depuis des années, il espérait ce coup de fil autant qu'il le redoutait. « Je vous écoute. »« Je l'ai trouvé. » Hamelin ferma les yeux. « Vous en êtes certaine ?» Garance laissa le silence traduire son agacement. « Où ?»« Dans une petite ville du sud de la Bolivie, près de la frontière paraguayenne. Je vous ai posté mon rapport cet après-midi. Vous y trouverez toutes les informations utiles. Vous recevrez mon chèque par retour de courrier. Autre chose. Oui. Je ne sais pas ce que vous comptez faire de son adresse et franchement, ce n'est pas mon problème. Mais à tout hasard, je préfère vous dire. Inutile de réserver une place dans le prochain avion pour la passe. Pourquoi? Il a booké un vol pour Paris ce samedi, sous une autre identité. Retour jeudi de la semaine suivante. Motif? Il vient rendre visite à une connaissance, une Parisienne rencontrée à Lima il y a quelques semaines. L'adresse de la dame figure aussi dans mon rapport. Ce fut à Hamelin de laisser parler le silence, tandis qu'il enserrait le téléphone dans son poing fermé, sidéré de ce double cadeau. Garance salua et raccrocha. Il resta assis un moment, dans l'obscurité, le regard lointain. Lundi, 23h55. Un coup de fil à minuit? Pas très catholique, ça. Martens avait attendu 1 minute après le départ d'Hamelin pour le commenter. Et quand bien même, en quoi ça nous regarderait? Elle passa derrière Delatraz, lui effleura l'épaule sans qu'il puisse tout à fait mettre hors de cause l'exiguïté du bureau. Il tressaillit. J'ai vu sa femme en septembre, à l'occasion du pot que Garcia avait organisé pour son départ aux mœurs. Tu as croisé la belle Élise. Lui-même n'est pas trop mal de sa personne, dans le genre quadra, barbu et bourriffé. Si l'on nommait son côté preux chevalier de la langue française, bien sûr, et ses penchants un peu xénophobes. Attends, tu le crois raciste? On pourrait se poser la question avec ses réflexions d'un autre âge. Laisse-moi te raconter une histoire. Tu as entendu parler de Vivien Maca? Non. Il était à la BRB aujourd'hui. On a démarré ensemble au 36. Un type un peu vantard, mais sympa. Et bon flic. Et black. Dans le groupe, il y avait un certain Berthier, 2e de groupe dans l'équipe d'Hamelin à l'époque. Lui, c'était un raciste. Un vrai. Un ancien du GUD, qui traînait une vague nostalgie de l'empire colonial. Le Maca, comme tu imagines, il n'était pas trop dans ses petits papiers. Alors c'était corvée sur corvée, brimade sur brimade. Vivien avait fini par demander sa mutation. Hamelin l'a pris entre 4 yeux. Il voulait comprendre. Et alors? Vivien n'a rien voulu dire, de peur de s'attirer des ennuis. Mais Abel a quand même réussi à savoir ce qui se tramait. Comment? Disons qu'une bonne âme s'est chargée de faire passer le message à l'insu de Maca, sourit Delatraz. Bien joué, commenta Martens. Il a pris ça comment, Hamelin? Mal. Il a donné une allumette à Berthier, avec pour mission de mesurer la cour du 36. Et il l'a regardé faire. Après ça, Berthier n'a plus jamais cherché des noix à Maca. D'ailleurs, c'est lui qui s'est fait muter. Pas très longtemps après. Je peux te dire qu'Hamelin ne s'est pas fait que des potes sur ce coup-là. Mais alors, pourquoi il...
pourquoi il appelle les Chinois des Shintok, les Juifs des Feuges et les Arabes des Rebeux? Aux yeux d'Abel, l'insondable connerie humaine se répartit à parts égales entre toutes les races, toutes les religions et les deux sexes. Il se refuse à adopter un vocabulaire aseptisé dans le seul but de ne pas passer pour ce qu'il n'est pas, à savoir un mec qui penserait que les uns ou les autres seraient mieux servis. Il n'a aucune affinité avec le politiquement correct. Elle s'était assise sur la coudoir. Elle ne souriait pas plus que d'ordinaire, mais son visage était à quelques centimètres du sien. Il la regarda avec insistance. « Tu savais que les Hamelin étaient mariés depuis 20 ans ?»« Non. » Il hésita et reprit. « Et nous? Tu crois qu'on en sera où dans 20 ans ?»« On sera mariés, j'imagine. »« Tu crois vraiment ?» S'il avait voulu camoufler sa satisfaction, ce n'était pas une franche réussite. « À 45 ans? Oui, quand même. Mais je n'ai jamais dit qu'on serait mariés ensemble. » Il avait du mal à endurer ce régime de douche écossaise, auquel elle le soumettait depuis le début d'une liaison entamée dans le plus grand secret 6 mois plus tôt. Il lui en avait fallu du courage, au grand Savoyard, pour inviter Martens à dîner. D'ailleurs, elle avait commencé par refuser, invoquant son obsession maladive, à elle, pour le travail. Une obsession à la mesure de la déception de son père, grand industriel flamand, de la chimie, qui espérait l'avoir embrassé une carrière différente. N'importe laquelle à partir du moment où le port du jean aurait été prohibé. Elle s'était lancée dans son métier de flic avec ferveur. Elle préparait le concours de capitaine tout en cultivant l'illusion que chaque échelon gravi l'immuniserait un peu plus contre l'opinion paternelle. Un soir, Delatraz l'avait ramenée chez elle en moto. L'embardée d'un taxi sur les quais de Seine avait failli leur coûter la vie. Peut-être encore sous le choc de ce frôlement de la mort, elle l'avait embrassé avec fureur, à peine avait-il retiré leur casque. Avec la même frénésie, elle l'avait chevauché le soir même, avant de fondre en larmes. Cette alternance d'intensité et de fragilité rendait Delatraz complètement fou. Malgré les mises en garde qu'elle lui avait prodiguées dès cette première nuit, ses sentiments pour elle avaient pris de l'ampleur. Elle pouvait se montrer très distante pendant des semaines, et sans prévenir, se pendre à son cou avec l'énergie d'une petite fille en détresse. Il souffrait de ce tempérament lunatique, mais chérissait l'idée qu'il était le seul, au 36, à connaître cette autre facette de sa personnalité, quand tout le monde la surnommait le glaçon. « Pourquoi tu es comme ça ?»« Je ne suis pas comme ça. Je ne suis comme ça que lorsque tu te mets à tirer des plans sur la comète. Je t'avais prévenu dès le début. On s'amuse un peu ensemble, rien de plus. Surtout pas de sentiments. Tu étais d'accord avec moi, je me trompe ? Oui, mais c'était au début. Et depuis ? Je me suis attaché, concéda-t-il. Bon, écoute, tu es un beau mec doublé d'un bon amant, mais 2 flics ensemble, ça ne colle pas. Ou alors pas très longtemps. Un officier de la crime a besoin d'un repos du guerrier. Sa famille. Pas de partager au dîner d'autres horreurs que celles encaissées dans la journée. Si un jour je me marie, ce sera avec un prof de français, ou un moniteur de surf. Enfin, quelqu'un qui exerce un métier sans stress. Ton prof de français n'a pas intérêt à enseigner en banlieue nord, sous peine de supporter une pression plus lourde que la tienne. Quant à trouver un moniteur de surf en Île-de-France, je te souhaite bonne chance. Bonne chance pourquoi ? Hamelin revenait, son portable à la main. Il avait l'air groggy d'un boxeur vaincu à la sortie du ring. Martens et Delatraz échangèrent un regard. « Pour trouver un livreur de pizza encore ouvert à cette heure-ci, » répondit le lieutenant. « On se disait qu'il commençait à faire faim, à force de parler de restaurateur. » On dit pizza. Pizza, c'est du singulier. On peut partir du postulat que ton livreur en charrait plusieurs, ou son commerce ne serait pas très florissant. Martens haussa les épaules, le prof dans toute sa splendeur. « Rentrez, leur intima Hamelin. On aura bien assez de nocturnes cette semaine. On se retrouve demain matin à 8 heures pour préparer les interrogatoires. Leroux, Le Goff et Séverin s'occupent des employés du restaurant. Martens, tu te concentres sur Gandhi. Il a peut-être oublié un détail qui nous permettrait d'identifier l'inconnu avec certitude. Tant qu'à faire, tu t'arranges pour qu'il puisse examiner les 4 femmes en toute discrétion. » Hamelin attendit la dispersion de ses troupes. Sans même y prêter attention, il entendit Martens accepter la proposition de Delatraz de la ramener en moto. Autour de lui, les murs tremblaient, à moins que ce ne soit sa migraine qui ne lui vrille les tempes. 5 jours et Marcus Keller serait à sa merci. Cette fois, il n'hésiterait pas. Un rire d'enfant tinta à ses oreilles. Il hurla pour le réduire au silence jusqu'à ce que sa gorge soit en feu. Il consulta sa montre, il ne manquait qu'1 minute pour rallier minuit. Il fourra le magazine TGV dans la poche de son duffel-coat et se dit qu'avec un peu de chance, Élise dormirait quand il se glisserait sous les draps.